récupérer toutes les données mesurées en Europe sur l'accident de Tchernobyl, mesurées dans l'air, pour qualifier un modèle de dissipation atmosphérique que nous étions en train de développer au début des années 2000. Et donc ce que vous voyez là, en gros, c'est on a fait quoi? On a pris ce qu'on appelle le terme source, c'est-à-dire la quantité de césium rejetée par l'accident. On a recueilli les conditions météorologiques qui ont été enregistrées à l'époque par les organismes de météo en Europe pour avoir les paramètres de dispersion. On a recoupé ce que le modèle a donné par rapport à ce qui a été mesuré pour vérifier que le modèle était capable de prédire correctement le phénomène. Et donc, ça a donné des résultats tout à fait satisfaisants à l'échelle de l'Europe. Et donc on a mis à profit aussi cette expérience scientifique à l'origine pour aussi s'en servir comme instrument pédagogique pour vous expliquer un peu comment les choses se sont passées immédiatement après l'accident. Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré dans l'air en France? Donc là, vous avez, il y avait des stations de mesure de l'air à l'époque. Là, vous avez une station de l'IPSN qui est installée à Verdun, dans le nord-est de la France, dans le nord-est. Et vous voyez qu'à partir du 30 avril 1986, on voit augmenter. Alors attention, c'est une échelle logarithmique. Donc, si j'avais mis une échelle linéaire, vous auriez eu un pic et vous n'auriez pas vu ce qu'il y a autour. Donc là, la courbe est un peu déformée, mais ça permet de montrer qu'à partir, entre le 30 avril et le 1er mai, on a une forte élévation, forte par rapport à l'état antérieur, bien sûr. Dans l'absolu, ça n'a rien de comparable avec ce qui a été observé dans l'entourage de la centrale, plus élevé encore. Et donc on voit que, alors j'ai évoqué le césium 137, l'iode 131, mais vous avez d'autres radionucléides qui, eux, ont été très peu persistants dans l'environnement, donc je vais les ignorer par la suite, même si nous les avons pris en compte dans nos études pour l'évaluation des doses sur les personnes. Et donc on voit que pendant quelques jours, ces radionucléides sont observés, et puis à partir du 5 mai, ça commence à baisser de manière très significative, ce qui est cohérent par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'animation. On a fait des observations semblables en différents points de la France, et grâce à ces mesures, donc on a pu reconstituer, donc là c'est pour le césium 137, jour après jour, à partir du 30 avril, comment s'est répartie la contamination de l'air sur le territoire français. Donc on voit plusieurs choses. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir du 30 avril et surtout le 1er mai qu'on voit ce nuage arriver sur le territoire et le maximum finalement de concentration. Donc là on est autour d'un peu plus de 1 becquerel par mètre cube d'air de césium 137. N'oubliez pas on a rejeté 1 million de milliards de becquerels de césium 137. Là on n'a plus que 1 becquerel par mètre cube. Donc, vous voyez l'effet de dilution en fonction de la distance. Et donc à partir, alors le 2 mai, donc on a encore une contamination de l'air assez répartie sur le territoire. Et par contre, à partir du 3 mai, le nuage radioactif se replie sur l'est de la France, ainsi que le 4 mai et le 5 mai. Et comme vous voyez ici, le 6 mai, donc on commence à voir disparaître la radioactivité de l'air. Et donc, si je parle de l'Est, vous verrez que ça a une importance, c'est qu'on voit que la contamination a duré plus longtemps dans l'Est de la France que dans l'Ouest. Et ceci est d'autant plus important qu'arrive un autre acteur qui est la pluie. Alors la pluie, c'est un acteur important. Pourquoi? Parce que là, les gouttelettes d'eau de pluie vont capter les particules radioactives de l'air et les ramener au niveau du sol. Et là où il a plu pendant la période où l'air était contaminé, vous allez voir former des dépôts beaucoup plus importants que là où il ne pleuvait pas. Alors là où il ne pleuvait pas, il y a eu des dépôts aussi, je vais vous montrer pourquoi, mais nous avons pu récupérer à l'Institut les données de Météo France, donc il y a pratiquement 3700 points du territoire, où jour après jour, Météo France avait des mesures, des hauteurs de pluie, donc plus c'est bleu foncé, plus les hauteurs de pluie étaient importantes, et ce sont des données que nous avons utilisées dans la reconstitution des phénomènes de dépôt qui ont permis d'estimer quelle était la répartition des retombées en France. Alors, les pluies, à l'époque, étaient extrêmement hétérogènes. Ça a été un problème pour nous. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple autour d'Avignon, dans les 15 km autour d'Avignon, on peut avoir pratiquement un facteur 10 entre des terrains qui n'ont pratiquement pas eu de pluie et d'autres territoires qui ont eu plus de 15 mm de pluie. Il y a des territoires dans l'est de la France qui ont eu plusieurs dizaines de millimètres de pluie, c'est-à-dire qu'il y a eu des régimes de pluie très forts, en Corse en particulier, et donc ça veut dire que le phénomène a été extrêmement hétérogène. Et ça, c'est évidemment un élément de complexité
pour nous. Alors là, vous avez l'illustration un peu schématique. Il faut savoir donc que lorsque vous rejetez des particules radioactives, même par temps sec, il y a un dépôt qui se finit par se former. Donc, ce dépôt sec, c'est un peu comme la poussière sur le meuble. Et donc, ce dépôt va être proportionnel à la concentration de la radioactivité de l'air, mais également à la durée pendant laquelle la concentration perdure. Et donc, on voit ici que plus on s'éloigne du point de rejet, plus le dépôt va être fait parce que la concentration dans l'air s'atténue. Lorsque vous avez un phénomène de pluie, eh bien, vous avez un effet de concentration, vous avez ce qu'on appelle une tache de contamination qui se forme, et donc c'est là où on peut avoir des dépôts beaucoup plus importants que là où seulement des dépôts secs se sont formés. Alors si je zoome, alors là c'est très schématique évidemment, imaginez une plante sur son sol. Donc ça c'est la situation telle qu'on peut l'imaginer avant l'accident, donc vous avez un air sain, pas de radioactivité. Toutefois, dans le sol, vous avez de la radioactivité, et il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans les sols en France, comme partout en Europe, on pouvait encore mesurer du césium-137, non pas de Tchernobyl, puisque l'accident n'a pas encore eu lieu, mais venant des essais nucléaires en atmosphère qui ont été faits dans l'hémisphère nord, principalement dans les années 60. Et donc, les produits libérés par les essais de bombes ont circulé sur tout l'hémisphère. Donc, pour la France, donc à la latitude où nous étions, ce sont essentiellement les tirs russes et chinois qui nous ont impactés. Et donc ces produits ont fini par retomber sur les sols et on les mesure encore aujourd'hui. Donc il faut le savoir parce que parfois ça peut être un facteur de confusion par rapport à ce qu'on voit encore dans les sols. Alors quand le nuage de Tchernobyl arrive, donc là ces petits points rouges figurent de manière stylisée, on va dire, les particules radioactives dans l'air. Donc ça peut être mesuré par des dispositifs de prélèvement de poussière qui existaient à l'époque, et donc une partie de ces particules vont se déposer à la fois sur les végétaux et sur le sol. C'est ce que représente cette petite figure. Donc là, ça concerne les dépôts secs. Alors il faut savoir que les végétaux sont très sensibles aux dépôts secs. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une grande surface d'échange avec l'air. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une partie du dépôt qui va directement se fixer sur les feuilles, c'est ce qu'on appelle le dépôt foliaire, et le reste va se mettre à la surface des sols, et puis progressivement va migrer en profondeur. Vous pouvez en voir en plus, là où il pleut pendant que l'air est contaminé, des dépôts humides, donc c'est les pluies. Alors là, lui, ce dépôt humide n'a pas du tout le même comportement que le dépôt sec. C'est pour ça qu'il est important de bien les distinguer et ne pas raisonner globalement sur la somme des dépôts, parce qu'en termes de conséquences sur la contamination des végétaux, c'est très différent. Pourquoi? Parce que contrairement au dépôt sec, où là il y a une bonne efficacité d'interception, dans le cas des pluies, il arrive un moment où, au fur et à mesure qu'il pleut, l'eau ne reste pas sur les feuilles, elle finit par s'égoutter et rejoindre